Salut, j'espère que vous allez bien, c'est déjà la fin de l'année, je me suis dit pourquoi pas vous donner mon classement des pay-per-view de WWE de cette année. Niveau catch à la WWE cette année c'était assez compliqué, mais à la fois on a eu pas mal de petites surprises, ce qui rend cette année plutôt bien au final. Donc cette année, si je me trompe pas, on a eu 12 pay-per-view, ça reste assez peu en vrai je trouve par rapport aux années précédentes. D'habitude on a au moins 15 pay-per-view par an, mais au final cette année on a 12 et c'est pas plus mal, c'est plutôt bien comme ça. En 2022, on a eu pas mal de bons pay-per-view finalement, mais aussi quelques pay-per-view qui étaient moins bien et que personnellement j'ai moins aimé, mais ça reste que mon avis et mon classement. Donc n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, mais dans tous les cas, ça reste que le mien, ça reste subjectif. Je suis pas là pour dire que quelque chose est mieux que l'autre, c'est juste mon avis personnel et comment j'ai ressenti les choses. Donc on commence directement avec le classement en 12e position, à la dernière place du coup, le Royal Rumble 2022. Donc ce pay-per-view là c'était le deuxième pay-per-view de l'année. Et même s'il a plutôt bien commencé avec le Seth Rollins contre Roman Reigns pour le titre universel, que j'ai trouvé très bon, même si la fin du match je la trouve pas ouf, ben je trouve que le pay-per-view n'est pas bon du tout. Peut-être que j'aurais dû le mettre un petit peu plus haut dans mon classement, mais si je le mets aussi bas, c'est parce que le but du pay-per-view c'est les deux Royal Rumble en général. T'attends le Royal Rumble pour les deux Royal Rumble matchs, et malheureusement je les trouve vraiment nuls ces deux matchs là, que ce soit le déroulement des matchs, le rythme du match, et même les vainqueurs pour moi tout était mauvais. On connaissait tous les participants à l'avance, il n'y a rien qui allait. Donc c'est pour moi la principale raison de pourquoi je mets ce pay-per-view à la dernière place. Surtout qu'on a eu des vainqueurs pourris, Brock Lesnar qui avait déjà remporté un Royal Rumble. Ça me dérange pas que quelqu'un remporte plusieurs fois un Royal Rumble, mais Brock Lesnar cette année, c'était vraiment pas nécessaire, on aurait pu faire quelque chose d'autre. Mais à ce moment-là, la WWE a décidé de faire Lesnar parce qu'ils n'avaient pas d'autres plans dans leur tête. Donc on s'est dirigé vers Lesnar contre Reigns à WrestleMania. Et même pour le Royal Rumble féminin, on n'avait que des filles qui étaient à la retraite. Et à part ça, t'avais quoi? T'avais Mickey James, c'était une bonne surprise, même si on nous l'avait annoncé déjà avant. J'espère que cette année, ils vont pas faire ça. Et on avait Ronda Rousey qui a fait un beau retour surprise avec une belle pop, mais qui au final remporte le Royal Rumble. Personnellement, j'étais pas trop pour, mais il fallait quand même qu'elle en gagne un au moins dans sa carrière. Mais quand on voit la suite de l'année et de son run à Ronda Rousey, ben on se dit qu'au final, elle aurait bien fait de ne pas revenir et de ne pas remporter ce Royal Rumble. Ensuite, à la 11e position, je mets Elimination Chamber. Déjà, la WWE nous a surpris en déplaçant ce pay-per-view en Arabie Saoudite. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais surtout, la construction des matchs était totalement ridicule. Encore une déception avec Lesnar qui redevient champion dans l'Elimination Chamber match, si je me trompe pas d'ailleurs. Donc, pour la deuxième fois cette année, il devenait champion. Et même le reste de la carte, c'était pas ouf. On a eu Goldberg contre Reigns, on nous avait fait chier avec cette construction de match pour avoir au final un truc nul de 6 minutes. Même là, on avait des matchs incohérents, ça servait à rien. Limite, le seul match qui était satisfaisant, c'était l'Elimination Chamber match féminin. Même si je trouve que le match n'était pas ouf, mais il fallait que Bianca Belair remporte ce match-là. Même si c'était pas une surprise, quoi. C'était assez obvious que Bianca Belair allait remporter ce match-là et du coup affronter Becky Lynch à WrestleMania. On y reviendra après avec WrestleMania. Mais pour moi, toutes ces raisons-là, ça suffit à ce que je mette Elimination Chamber 2022 à la 11e position. Pour moi, c'était vraiment pas un très très bon pay-per-view. À la 10e place, je mets WrestleMania Backlash. Déjà dans le nom, on voit dans le nom du pay-per-view qu'il y a un problème. Et même si on a eu un bon match entre Seth Rollins et Cody Rhodes, c'était le deuxième match entre les deux cette année. On a eu que des rematchs de WrestleMania. En plus d'avoir un vieux Six-Man Tag Team match en main event, c'était pas prévu de base, mais sans nous prévenir, la WWE, ils avaient décidé de changer la stipulation du match. Et du coup, toute la construction pendant des semaines qu'on a eu par rapport à ce match-là, je crois que c'était un winner take all. Tout ce qu'on a eu toute la construction qu'on a eu par rapport à tout ça, ça s'est effacé d'un coup. En plus, je crois qu'après, c'est après ce match-là que Randy Orton il part enfin, il est blessé, du coup, il est absent. Enfin bref, il n'y a que des choses mauvaises par rapport à ce pay-per-view. Même si j'aime bien le Charlotte Flair contre Ronda Rousey parce qu'il était mieux que celui de WrestleMania d'après moi. Mais pour moi, ce pay-per-view il servait à rien. Et on aurait même pas dû faire ce pay-per-view là. Déjà, je sais même pas pourquoi ça s'appelle WrestleMania Backlash. Avant, c'était Backlash, c'était bien et c'était pas bâclé surtout parce qu'on mettait pas que des rematchs, on construisait un truc au moins. Là, c'est juste bâclé et on a que des rematchs qui servent à rien. J'espère que cette année ça va être supprimé. Je pense que oui, mais j'espère en tout cas. À la 9e place, je mets Day One, c'était le premier pay-per-view de l'année, le premier jour de l'année même, donc je trouve que c'était un plutôt bon pay-per-view, surtout pour commencer l'année. Ça commençait super bien. Et j'ai rien à redire en vrai par rapport à ce pay-per-view là, parce que je trouve que au niveau de tous les points, c'était plutôt bien. Il y avait des matchs inutiles comme Madcap Moss contre Drew McIntyre, il me semble, je crois que c'était ça. Il y avait d'autres matchs inutiles, mais on avait plutôt quelques bons matchs,
comme par exemple les Usos contre New Day. Je trouve que même si c'est un match assez répétitif et qu'on a cette rivalité depuis des années, c'était un très très bon match et terminer là-dessus pour commencer une année, je trouve que c'était super. On avait aussi le main event qui n'était pas prévu de base, parce que de base on devait avoir Roman Reigns contre Brock Lesnar, encore une fois. Mais finalement Roman Reigns, je crois qu'il avait eu le Covid, du coup ça a été annulé. On a eu Brock Lesnar qui s'est rajouté dans le Fatal 4-Way. Non, dans le Fatal 4-Way, ça s'est transformé en Fatal 5-Way du coup. Avec Lesnar qui redevient champion, bizarrement j'étais content que Lesnar redevienne champion. Je trouve que c'était une bonne initiative de la part de la WWE. En espérant, en fait à ce moment-là, j'imaginais plein de choses pour la suite de l'année. J'imaginais Lesnar rester champion, mais qu'il y en a un qui remporte le Royal Rumble, qui décide d'affronter Lesnar, l'autre il décide d'affronter Roman Reigns. Enfin bref, j'avais plein d'idées à ce moment-là dans ma tête. Finalement, rien de tout ça, ça arrivé, puisque on a eu Lesnar qui a remporté le Rumble. Mais c'est pas le sujet. Je trouve que Day One ça reste un très bon pay-per-view, mais je le mets quand même à la 9ème position parce que d'après moi je trouve que par la suite de l'année on a eu de meilleurs pay-per-view qui restent un peu plus grands. Donc voilà. À la 8ème place, je mets un pay-per-view que j'ai plutôt apprécié. Je trouve que ça reste un très très bon pay-per-view. Ça fait aussi partie des pay-per-view que j'ai pas regardé en direct cette année. Il y en a pas beaucoup que j'ai regardé en direct. Je crois que j'ai regardé le Rumble, Mania, SummerSlam en direct. Après ça, j'ai plus à regarder en direct. Mais ça fait partie des pay-per-view que j'ai plutôt bien apprécié. Et pareil pour Day One, même s'il y a des matchs qui sont moins bien, comme Bobby Lashley contre Omos qu'on a eu plusieurs fois pendant l'année qui servent à rien pour moi. Kevin Owens contre Ezekiel, c'était une feud que j'appréciais pas trop. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié ça parce que c'était marrant, ça changeait de ce qu'on voyait d'habitude. Moi, c'est le genre de trucs qui me font pas vraiment rire. J'apprécie pas trop. Je trouve que c'est bien quand même parce qu'il faut de l'humour dans le catch, mais c'est pas le genre de truc que j'apprécie. On a eu aussi Matt Capmos contre Happy Corbin que j'ai pas trouvé incroyable, mais au moins c'était pour terminer cette histoire. Mais à part ça, on a eu quand même quelques bons matchs. On a eu le Six Person Mixed Tag Team match entre Judgment Day et AJ Styles Finn Balor et Liv Morgan, que c'était un bon match en vrai. Il n'a pas mené à grand chose ce match-là, mais finalement je trouve qu'il était plutôt bien. On a eu le match pour le titre des États-Unis entre Theory et Mustafa Ali qui faisait son retour, donc ça faisait plaisir. Et dans le main event, on a eu le 5-star match entre Cody Rhodes et Seth Rollins et une Cell match qui était plutôt original et qui était vraiment bien. Le dernier match de Cody Rhodes cette année avant qu'il soit blessé, enfin il était déjà blessé. Mais en fait toute cette histoire pendant ce match-là, tout ce qui se passe dans ce match, ça fait que pour moi le pay-per-view il se doit d'être au moins à cette position-là, à la 8ème position, et pas plus bas parce que ce match-là j'en garde des souvenirs et je trouve qu'il était vraiment bien. Et c'était une très belle trilogie en tout cas ces matchs avec Seth Rollins. On parlera du premier juste après. Mais c'est pour ça que je mets ce pay-per-view là à la 8ème position. À 7ème position, je mets Money in the Bank 2022. Il me semble que c'était le dernier pay-per-view sous l'ère Vince McMahon. Et je trouve que le pay-per-view était bon. En fait, il y a eu plusieurs choix qui je trouve étaient très bien. Je crois que limite, dans tous les matchs, tous les choix étaient bons et satisfaisants. Mais je le mets si bas parce qu'il y a des choses qui m'ont pas plu. Déjà, pour les points positifs, je trouve que c'était bien de faire gagner Liv Morgan la mallette Money in the Bank, en plus de la faire cash in le soir même. Je trouve que ça, la faire cash in le soir même, c'était plutôt une mauvaise décision. Parce qu'avec les filles, on a que ça. On a Asuka qui a cash in limite quelques jours après. Alexa Bliss qui avait cash in le soir même. Bayley qui avait cash in le soir même. Après ça, on a eu Nikki Cross qui a cash in pas trop. Enfin, un peu plus tard dans l'année, mais pas méga longtemps après. Donc, pour moi, c'était quand même une petite déception de voir Liv Morgan cash in tout de suite. Mais après, le fait de l'avoir devenir championne pour la première fois, c'était super bien. Et de commencer le pay-per-view avec Liv Morgan Miss Money in the Bank, pour moi, c'était vraiment bien et un très très bon choix. À part ça, on a eu Bobby Lashley contre Austin Theory. Je trouve que c'était un bon match, même si c'était un rythme assez bizarre. Ça sera pareil pour leur deuxième match qu'on aura eu le pay-per-view d'après. Bianca Belair contre Carmella, j'en garde pas un bon souvenir. J'avais limite oublié ce match-là. Normalement, on devait avoir Bianca Belair contre Rhea Ripley. Et finalement, ça s'est pas fait. Je sais plus pourquoi. Ça va peut-être me revenir, mais je sais plus pourquoi. On a eu un match super entre les Usos et les Street Profits, qui pour moi l'un des meilleurs matchs par équipe de l'année à la WWE en tout cas. Parce que à part ça, il y a beaucoup d'autres matchs par équipe qui sont très très bons. Ronda Rousey contre Natalia, faut pas en parler, c'était vraiment pas ouf. Le seul point positif de ce match-là, c'est qu'au final, on a une nouvelle championne. Et aussi, on a eu le Money in the Bank Ladder match masculin, où Theory a remporté le match. Ce qui fait aussi que le pay-per-view monte pas plus haut dans mon classement, c'est surtout pour le choix des participants pendant les ladder matchs. Là, par exemple, on a McIntyre chez Moss, je m'en fous un petit peu. Omos, je m'en fous. Madcap Moss, je m'en fous complètement. Sami Zayn, c'était bien. Riddle, c'était bien. Seth Rollins, c'était bien. Mais Seth Rollins, il y est chaque année maintenant, donc c'est un peu chiant. J'aurais aimé avoir de la nouveauté. Enfin, pas forcément de la nouveauté, parce que là, on en a avec Omos, avec Madcap Moss et tout ça.
mais j'aurais aimé avoir des choses plus crédibles et plus de choix, comme par exemple en 2019, Money in the Bank Ladder Match 2019, on avait du choix de partout. De base, on avait Sami Zayn, finalement il n'était pas là. On avait Andrade, Finn Balor, on avait Drew McIntyre, Orton, on avait du choix de partout, Ricochet. Limite dans ce match-là, tu te disais, peu importe qui gagne, tu seras content. Finalement, pas trop, parce qu'on a eu les stars comme d'hab. Mais dans ce match-là, à part Riddle et Sami Zayn, pour moi, je voulais voir personne remporter ce match-là. Finalement, ils ont fait venir Theory à la fin. Au final, il est devenu Mr. Money in the Bank. Déception quand même, parce que par la suite, il va rater son cash-in. Pour ceux qui sont pas à jour à la WWE, ça m'étonnerait, parce que c'est pas une série non plus. Bah, vous savez maintenant que Theory, il a fait son cash-in. Enfin bref. Et tout ça, ça fait que je le mets à la 6ème, il me semble, non, 7ème position, et que je le mets pas plus haut. À la 6ème place, j'ai mis Extreme Rules 2022, un des derniers pay-per-view de cette année. Pour beaucoup, ça fait partie des meilleurs pay-per-view de l'année. Ça fait partie des pay-per-view sous l'ère Triple H, donc c'est plutôt bien. Et sur la carte, en vrai, pour moi, le pay-per-view, il se devait d'être réussi. Au final, il est réussi. Mais je vais vous expliquer pourquoi je le mets seulement à la 6ème position et pas plus haut ou plus bas, je sais pas comment on dit, dans le classement. Tout simplement parce que de base, c'était Extreme Rules. On a eu plusieurs stipulations, ce qui est très très bien, parce que d'habitude, on n'a pas beaucoup de stipulations. Mais je trouve que dans tous les matchs, déjà, on n'a pas eu des bangers absolus. Mais dans tous les matchs, on n'a pas bien exploité la stipulation. Déjà, pour moi, le premier match qui était dans le kick-off, il me semble, c'était le Six-Man Tag Team Match entre Brawling Brutes et Imperium. Pour moi, c'était le meilleur match du show. Après ça, on a eu Ronda Rousey contre Liv Morgan. À ce moment-là, je me suis dit, ok, bon, on arrête avec la division féminine de SmackDown. Je savais déjà avant que la division féminine de SmackDown a été pourrie. Mais avec ce match-là, j'étais vraiment pas content. Là, la stipulation était bien exploitée, mais beaucoup trop de botch avec Liv Morgan. De toute façon, je me suis déjà expliqué par rapport à ça dans ma review d'Extreme Rules. Mais pour moi, pour résumer tout ça, pour moi, les stipulations n'étaient pas bien exploitées, surtout le main event avec Matt Riddle et Seth Rollins, même si je trouve que ça reste un bon match. Et ce qui fait que ce pay-per-view n'est pas moins bien placé dans mon classement, c'est surtout pour le retour de Bray Wyatt. Même si ça commence à redescendre un petit peu dans mes sims en voyant ce qui se passe actuellement. Bon, il se passe rien de mal, hein, c'est juste qu'on est trop lent et que c'est pas trop ce que j'espérais. J'espérais rien par rapport à Bray Wyatt personnellement. Je voulais juste qu'il fasse son retour parce que c'est un catcheur que j'apprécie beaucoup. Mais en voyant la lenteur de cette feud, storyline, je sais pas comment vous voulez l'appeler ça, bah ça me déçoit un tout petit peu. À la 5ème position, je mets Crown Jewel 2022. Le seul défaut pour moi de ce pay-per-view, c'est que ce soit un pay-per-view de transition. Pour moi, tous les matchs sont quasi réussis dans ce pay-per-view là, mis à part l'opener entre Brock Lesnar et Bobby Lashley qui a duré 6 minutes et qui était vraiment pas ouf. Mais après ça, on a quand même deux bons matchs. Enfin, pas deux, mais des bons matchs quoi. Où on a déjà le tag team match féminin entre Damage Control et Alexa Bliss et Asuka qui était un très très bon match. Drew McIntyre contre Karen Cross, j'ai pas trop apprécié. Judgment Day contre Z aussi, c'était plutôt sympa. Braun Strowman contre Omos, je m'en fous un petit peu. Mais à part ça, on a quand même plutôt bons matchs. Surtout le main event entre Roman Reigns et Logan Paul qui était assez surprenant pour moi. Enfin, pas surprenant parce que je savais qu'ils allaient nous sortir un très très bon match. Mais qui est pour moi, c'est surprenant que ce soit le meilleur match du show. Et pour moi, c'est un pay-per-view réussi. Malgré le fait que ce soit un pay-per-view en Arabie Saoudite. Ce qui veut dire en général que c'est un pay-per-view de transition. Et qu'il n'y a pas de réelle finalité à ce genre de pay-per-view. Donc c'est pour ça que je mets ce pay-per-view à la 5ème position. À la 4ème position, j'ai mis WrestleMania 38. Pour beaucoup, c'est le meilleur pay-per-view de l'année parce qu'il se passe plusieurs choses qui sont super bien et que ça reste un WrestleMania. Mais pour moi, dans ce WrestleMania-là, j'ai pas ressenti la magie de WrestleMania que je ressens chaque année en général. En fait, même, je crois que la dernière fois que j'ai ressenti la magie de WrestleMania, c'était à WrestleMania 35, le dernier WrestleMania qui est pour moi normal, même si on a quelques bons matchs, on a quelques bons trucs depuis, avec WrestleMania 37, WrestleMania 38. Pour moi, j'ai vraiment pas ressenti la magie de WrestleMania. Pour moi, c'est même pas un WrestleMania. Et pourtant, j'étais assez enthousiaste par rapport à ce show-là, parce qu'on a eu le retour de Cody Rhodes, on a eu Kevin Owens contre Stone Cold dans le main event, on a eu Bianca Belair contre Becky Lynch qui était incroyable, c'était un incroyable match. Mais après ça, il y a quand même des matchs qui pour moi devraient pas être sur une carte de WrestleMania. Bobby Lashley contre Omos, déjà, c'était vraiment pas bien construit, c'était nul. On a eu quoi d'autre? On a eu un tag team match avec Nakamura et Rick Boogs. Rick Boogs, c'est plus ce qu'il est devenu, mais bon, on s'en fout un petit peu. Après ça, on a eu Sami Zayn contre Johnny Knoxville, je m'en fous un peu, même si c'est un bon match parce que c'est drôle et que beaucoup de gens ont apprécié. Pour moi, c'est pas ouf. On a eu Austin Theory contre Pat McAfee avec Vince McMahon. C'était marrant, mais pour moi, ça devrait pas avoir lieu dans un WrestleMania.
Et je sais que pour beaucoup, vous pensez le contraire, que pour vous, WrestleMania, c'est la fête du catch. Enfin, pour moi aussi, hein. Mais que pour vous, c'est la fête, du coup, c'est pas grave s'il n'y a pas de bons matchs, s'il n'y a pas des 5-star matchs, s'il y a des trucs plutôt humoristiques, que c'est juste la fête, quoi. Je comprends, mais pour moi, c'est pas ma vision de WrestleMania. Et quand je vois les WrestleMania que j'ai tant aimé, comme WrestleMania, enfin, je vais pas dire WrestleMania 35, mais par exemple WrestleMania 31, WrestleMania 30, qui était excellent. Pour moi, ce genre de WrestleMania-là, c'était ce que je veux voir actuellement, des matchs que tu as la hype de voir, pas des Austin Theory contre Pat McAfee. Personnellement, j'ai aucune hype. Homos contre Bobby Lashley, j'ai aucune hype. Ce qui fait que pour moi, bah, WrestleMania 38, je le mets à la quatrième position. Je le mets quand même assez haut parce qu'il y a le retour de Cody Rhodes qui est pour moi l'un des meilleurs trucs qui est arrivé cette année. Mais, euh, mais j'espère que cette année, ils vont me surprendre avec WrestleMania 39. En tout cas, j'espère. Ensuite, sur le podium, on commence directement avec le podium. Clash at the Castle. Pay-per-view qui se déroulait pas aux États-Unis. Ça se déroulait à Cardiff. Je crois que c'est le deuxième pay-per-view sous l'ère Triple H. Et franchement, c'est un pay-per-view méga réussi. Je le mets devant WrestleMania 38 carrément. On a des matchs incroyables pendant ce pay-per-view là. Déjà, la foule, elle était au top, elle était incroyable. Je crois que la foule au Royaume-Uni, c'est l'une des meilleures foules de tous les temps. On a eu le Gunther contre Sheamus 5-star match pour moi. Rien que ce match-là, ça fait que le pay-per-view il est assez haut dans mon estime. On a eu le main event Roman Reigns contre McIntyre, malgré que les gens étaient déçus de ne pas voir Drew McIntyre devenir champion. Pour moi, ça reste très réussi. Le booking du match était super bien. Et en plus, on amène une nouvelle superstar dans le main roster avec Solo Sikoa. C'est vraiment excellent. Et c'est pour ça que ce pay-per-view là, je le mets à la troisième position. J'aurais même pu le mettre deuxième ou premier, mais personnellement, quand je réfléchis bien, à la deuxième position et à la première position, il y a des choses que je préfère. Du coup, on passe à la deuxième position avec ce hors-series 2022, dernier pay-per-view de l'année du coup. On avait du coup les Wargames match, ce qui fait que pour moi, même si je trouve que là aussi les situations n'ont pas été exploitées au maximum, pour moi ça fait que ce pay-per-view il est réussi déjà que t'amènes Sad qui vient, je vais pas dire qu'il vient d'NXT parce que ça vient pas d'NXT de base, mais ça avait été repris à NXT et de base c'est un truc qui devait rester à NXT. Le fait de faire venir ça dans le main roster où tu peux voir des Roman Reigns dans ce genre de type de match. En plus, la construction a été incroyable avec Sami Zayn. Même le déroulé du show, il était super bien. Pour moi, on a eu que des matchs satisfaisants avec Austin Theory contre Seth Rollins contre Bobby Lashley. C'était super bien. On avait eu le retour de Becky Lynch un SmackDown avant, du coup ça a rajouté de la hype. Je n'ai pas regardé en direct ce pay-per-view en plus, mais je trouve que c'était un super show et c'est pour ça que je le mets à la deuxième position. Et à la première position, du coup, je vais mettre SummerSlam 2022, premier show sous l'ère Triple H. Et ce qui fait que pour moi, c'est un show réussi, c'est qu'on a eu plusieurs surprises pendant ce show-là. Déjà, premier match entre Bianca Belair j'allais dire Bayley, mais rien à voir, entre Bianca Belair et Becky Lynch, du coup rematch de WrestleMania 38, qui était un super match. On a eu le retour de Bayley, le retour d'Io Sky, le retour de Dakota Kai, enfin retour d'Io Sky, les débuts d'Io Sky dans le main roster. Déjà, ça a fait que pour moi c'était un opener méga réussi. On a eu le main event avec Roman Reigns contre Brock Lesnar, qui de base le match m'inspirait pas tant que ça. C'était un last man standing, mais le fait de faire ce truc extrême avec le ring qui se retourne, qui limite, c'était ouf. Et pour moi, quand je pense à 2022, je pense à ce pay-per-view là. C'est le pay-per-view qui m'a le plus marqué de l'année. Et même si à côté de ça, on a quand même des matchs qui sont moins impressionnants comme Austin Theory, Bobby Lashley, que je trouve un match raté, malheureusement. Mais Bobby Lashley qui redevient champion des États-Unis. Bah, je trouve que le pay-per-view est méga réussi et pour moi, c'est le meilleur pay-per-view de l'année. C'est ce genre de choses que je veux voir dans les pay-per-view, des retours, des surprises, des matchs que tu attends pas, des moments de choc, pas juste des matchs que tu. Enfin, j'aime beaucoup de matchs, j'aime beaucoup les matchs. Mais en vrai, pour moi, le meilleur exemple des pay-per-view, ce serait en mode takeover où tu as des surprises, tu as du bon catch, tu as des mélanges de tout. Pour moi, c'est ma vision du catch et j'aimerais qu'on ait plus de choses comme ça à l'avenir. Et ça a vraiment marqué le coup pour les débuts de Triple H en tant que dirigeant, on va dire, de la WWE. Du coup, voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi votre avis par rapport à mon classement. Et aussi, mettez-moi votre classement de vos pay-per-view préférés de cette année. Du coup, pour résumer l'année de la WWE en 2022, je dirais que c'était une année moyennement bien. En vrai, c'était bien, mais sans plus. Et j'attends vraiment que la WWE se surpasse en 2023 au niveau des pay-per-view, au niveau des weekly, qui nous sortent des shows de qualité, mais vraiment plus comme à l'époque. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Du coup, voilà. J'avais décidé de faire cette vidéo là parce que du coup il n'y avait pas de review de Raw cette semaine, c'était un best-of, du coup je ne pouvais pas faire de review.
Du coup, j'ai fait cette vidéo là. Aussi, je prépare une vidéo pour la fin du mois de janvier. Probablement mi-janvier, je la sortirai. Du coup, soyez au rendez-vous. Restez connectés. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, Lucas Espoir. Bisous, bisous.